Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette deuxième entrevue avec un collaborateur du blog de Vitoli. C'est une nouvelle recette, en fait, un nouveau type d'événement que j'ai amorcé cet automne pour vous faire connaître la pratique de différents types de professionnels, puis vous permettre en même temps de leur poser des questions, d'intervenir tout simplement. Donc, l'idée ce soir est double, deux facettes. D'un côté, on va apprendre sur la pratique, en fait, de Jean-Yves Dionne, son historique, de où il vient, vers où il s'en va. Et de l'autre côté, en fait, on va parler aussi de la santé intégrative, de facettes au niveau de la santé qui nous tiennent énormément à cœur et aussi même d'un événement, de trois événements, en fait, qu'on va faire ensemble au mois de décembre sur la longévité en santé. Donc, ceci étant dit, en fait, je dois vous mentionner aussi avant tout, vous allez voir, on a une certaine proximité, moi et Jean-Yves, ça fait déjà environ 20 ans, peut-être probablement un peu plus que 20 ans même qu'on se connaît. J'ai connu Jean-Yves à l'époque, en fait, de ma première entreprise, où on avait des passions communes, autant au niveau de la recherche que de la santé humaine. Donc, on a passé des années à s'échanger de l'information, des articles scientifiques. On le fait encore aujourd'hui très couramment, justement. Absolument. Et même Jean-Yves a collaboré aussi à deux de mes livres. Donc, il m'a fourni du contenu pour le premier. Il a écrit la préface du deuxième. Je vais vous en parler ce soir. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très intéressant. Il me semble qu'il y a quelque chose que je ne vous dis pas, là. Moi et ceci, en fait, on a eu la chance, j'ai la chance aussi de bénéficier de ses conseils pour beaucoup de facettes, autant au niveau des contre-indications possibles, même des produits de santé naturelle avec les médicaments que les recherches, les différents produits. Donc, sans plus tarder, ça te va, Jean-Yves, je vais te poser la première question. Avec plaisir. Bonjour, Éric. Bonjour tout le monde. Vas-y. Oui. Je vous invite bien sûr à poser vos questions au fur et à mesure en fait, de la soirée, mais je vous demanderai cependant de rester en ligne avec les sujets qui vont être abordés. C'est quand même bien important. Donc, revenons en arrière, en fait, Jean-Yves. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'époque de ta formation, du début de ta carrière, parce que moi, je sais déjà que tout de suite à l'université, tu avais eu des drôles de chants avec les professeurs qui considéraient, en fait, que, bon, les produits de santé naturelle étaient tous sous-dosés puis ne pouvaient pas avoir d'impact significatif. Tout à fait. Écoute, on va commencer au départ. Moi, je suis en pharmacie. On est au début des années 80, OK? Donc, ce n'est pas hier. Moi, je suis un typique backbencher, OK? Celui qui est assis en arrière, le tannant, qui pose des questions qu'on ne veut pas entendre, là, c'était moi. Moi et d'autres, je n'étais pas tout seul parce qu'on était comme 100 quelques dans les classes. L'anecdote à laquelle tu fais référence, c'est que dans le cours de pharmacognosie, ça, c'est la chimie des plantes, qu'est-ce qu'il y a dans les plantes, plus que l'aspect clinique. Et le professeur, ennuyant comme la pluie, avait pour son dire qu'après tout le cours, les plantes, c'était pas efficace, c'était sous-dosé, ça n'avait pas d'effet. Puis là, tu fais comme, wow, wow, wow. Un extrait de plante qu'on connaît tous, c'est le café. Hein? C'est un extrait d'une plante, Coffea arabica ou Robusta, dépendant de ce que vous buvez. Puis, c'est comme, excusez, là, mais il y a un effet thérapeutique ou un effet clinique. Hein? Je prends un café, je me réveille, j'en prends deux, je ne dors plus. Là. C'est mesurable. Un autre extrait qu'on connaît, c'est le vin. Hein? C'est un extrait du raisin fermenté. L'alcool, je prends un verre de trop, je suis sous. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et ça, c'est arrivé à un moment où moi, j'étais, avant même de rentrer en pharmacie, impliqué dans les plantes médicinales, dans le monde. Moi, j'aurais voulu faire ce que mon grand-père faisait, là, donc c'est pour ça que je me surnomme l'apothicaire éclectique. Il faisait des prélises, il faisait des préparations pour les gens, eux, un à la fois. C'était le pharmacien de Limoilou, pour ceux qui viennent de Québec, dans les années 20, 30, 40, 50. Là. Ton grand-père était pharmacien? Mon grand-père maternel, Anthony Marquis, était pharmacien dans Limoilou, 3e avenue. Je suis le fils de la fille, donc j'ai pas fait, c'est l'époque, hein? Je suis le fils de la fille, mais je suis le seul pharmacien de l'héritage d'Antonin. Et la pratique que j'aurais voulu faire, c'est un peu ce que je fais maintenant, c'est vraiment une approche où on travaille avec le vrai stuff, le vrai monde, les plantes médicinales, la nutrition, etc., ce qu'il faisait de façon très empirique à l'époque, parce que avant l'arrivée des médicaments de synthèse, puis le boom, c'est dans les années 50, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les compagnies pharmaceutiques, c'était fondamentalement des compagnies de produits naturels. Alors, qu'est-ce qu'on achetait? On achetait de la matière première et on fabriquait pour le patient
quelque chose de spécifique qu'on appelait une prise. Puis c'est un peu vers là que je voulais arriver. Puis j'arrive en pharmacie, puis c'est stérilisé, c'est standardisé, c'est tout pareil, c'est statistiquement significatif. Et elle m'a dit, ben oui, c'est pas ça. L'être humain, là-dedans, il est où? On est dans les années 80, là. C'est pas d'hier que je suis un iconoclaste. C'est fort intéressant. Mais dis-moi, par exemple, parce que tu as connu ta femme qui, elle, était en études de médecine. Elle était en médecine à l'époque, oui. Oui. Et vous avez dû avoir une certaine influence un sur l'autre, en fait, parce qu'aujourd'hui, je sais bon, que Michel adore aussi ce que tu fais, même qu'elle travaille avec toi couramment tous les jours. OK. Pour faire une histoire courte, on s'est connus au cégep, un vieux couple, le seul couple de tout notre entourage qui est encore ensemble. Et Michel est rentré en médecine, moi je suis rentré en pharmacie. Et après 3 ans, Michel, après une année sabbatique, parce qu'elle n'en peut plus, c'est pas ça. Elle regarde ses profs, elle dit, je ne veux pas faire ça, c'est pas vrai. Puis là, elle fait une année complète, puis alors, c'est une médecin défroquée. Elle a 3 ans de médecine, mais elle a fait plein d'affaires. Elle a fait des mathématiques, elle a fait de la musique, elle a fait de l'informatique, elle a fait plein de choses pour finalement se ramasser à travailler avec moi depuis 93, depuis l'époque de ma pharmacie, où elle faisait la gestion du personnel. Puis là, ben, c'est elle le webmess, c'est l'autre cerveau en arrière de moi ou à côté ou devant, dépendant du point de vue. Les semaines qu'on fait au spa, on travaille ensemble, on fait des démos ensemble. On est vraiment dans le... Puis là, je suis dans mon petit bureau en bas, puis dans le bureau en haut, on a nos 2 bureaux côte à côte, dans la même pièce. Fait qu'on est vraiment là, soudés à la hanche. Non, c'est génial, ça. C'est génial. Vous faites vraiment une belle équipe. En passant, il y a quelqu'un qui demande de me présenter. C'est vrai que, habituellement, je me présente, effectivement, s'il y a des gens qui ne me connaissaient pas encore. Je suis docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. J'ai écrit 4 livres, dont 2 dans lesquels Jean-Yves a collaboré. Je suis aussi président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative, sur laquelle Jean-Yves est un des administrateurs. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je collabore avec différents types de médias et je suis aussi président de l'entreprise Sidon Technologies qui commercialise des produits Vitoli. Un bon tour d'horizon. C'est ça. Puis nous, on s'est connus à l'époque où il était un des 2 cerveaux majeurs d'une entreprise qui s'appelait Biolactis, je pense qu'elle n'existe plus, qui travaillait dans les fermentations spécifiques. Ils m'ont appris des affaires sur le kéfir à l'époque. C'était vraiment fascinant. Puis ils ont créé des produits. Puis finalement, pour de mauvaises raisons, c'est rendu ailleurs. Mais à cette époque-là, c'était vraiment de la recherche de pointe là, pour trouver des produits qui avaient un effet sur le syndrome métabolique. Donc, tout ce qu'on discute depuis un certain temps. Bon, on en parlait il y a 20 ans. L'embonpoint, la maladie cardiaque, le diabète, l'obésité, tout ça, là, on en parlait déjà il y a 20 quelques années. Oui, effectivement. On a fait J'ai eu la chance à l'époque, justement, de faire beaucoup de recherches de modèles animaux, en fait, qui nous ont amené jusqu'à faire des études cliniques chez l'humain. J'ai été impliqué dans la mise en place de la réglementation canadienne sur les produits de santé naturelle. Écoute, j'ai participé à tout un paquet de choses. Là. C'est pour ça qu'on a des cheveux gris, tous les deux. Oui, effectivement. Revenons, en fait, à ton expérience, ton expertise. Ça m'intéresse de parler du bout qui s'est passé par la suite. Quand tu as commencé, parce que là, tu as été pharmacien d'une pharmacie, tu étais à Rawdon. Écoute, oui. J'ai commencé, je vais faire une tranche de vie. J'ai étudié en pharmacie, puis quelque part dans le processus, je pogne des bleus, parce que ça ne ressemble pas à ce que je voulais faire. Comme on dit en québécois, je garoche mes bouquets au bout de mes bras, puis je traverse le campus de l'Université Laval, de pavillon Vendry, où à l'époque on était au Vachon, là, mais peu importe, à l'autre bout, au pavillon Cazot, puis je fais l'audition en musique. Et je suis accepté. Et là, on est en 82. Et là, la directrice fait 4 minutes, là, puis elle a fait le même deal avec tous les gens qui traversaient de côté ouest à côté est du campus. Elle disait, en gros, là, tu as tout ce qu'il faut, mais il te manque telle affaire, je vais te créditer ça, et je t'accepte sans condition pour le bac, si et seulement si tu finis ta pharmacie. Alors, je dois un fier chapeau à Mme Tousignan qui m'a donné un coup de pied pour finir ma pharmacie, mais je n'aurais peut-être pas fini. Et là, j'ai fait musique et pharmacie en parallèle. J'ai terminé ma pharmacie, tout va bien. Et là, je rentre en musique.
parce qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans le côté scientifique, méthodique, méticuleux. Je ne suis pas comme ça. Je suis un petit peu trop expansif. Et j'ai fait ce qu'on appelle un pharmacien dépanneur. J'ai fait du remplacement au travers du Québec, principalement dans le bas du fleuve, Saint-Pascal-Kamouraska jusqu'à Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, ce coin-là, Trois-Pistoles. J'ai travaillé là pendant 4 ans. Et je faisais ma musique en même temps, je faisais ça. Puis, à un moment donné, les choses se sont faites que, la musique, ça n'a pas levé. Puis au Québec, un musicien, puis un chanteur, puis un acteur, ça ne marche pas. Alors, je suis redevenu pharmacien à temps plein, puis c'est là que j'ai acheté une pharmacie. Et là, je me ramasse à Rawdon, dans la Nodière, en 92. J'achète une micro-pharmacie, là, c'est comme gros de même, 500 pieds carrés, tout compris. Okay? Tout compris. Il y a des laboratoires de pharmacie qui sont plus grands que ma pharmacie l'était au complet, dans une clinique médicale, et une pharmacie tout petite qui avait 1 an. Donc, il n'y avait rien. Et je pars de zéro. Et j'ai bâti un modèle d'affaires basé justement sur les débuts, produits naturels, intégration, phytothérapie, un peu le modèle à l'européenne que tu vas trouver en France ou en Suisse ou en Allemagne, où je suis à peu près le seul pharmacien au Québec qui est capable d'identifier un champignon, par exemple. Alors, je me suis formé sur le temps sur plein de choses durant les années, puis en 96, pour te faire l'historique, j'achète en 92. En 96, les représentants des produits naturels arrivent à ma porte avec leur baratin. Puis moi, je pose des questions, ils n'ont pas les réponses. Puis à un moment donné, ils m'arrivent, puis ils me posent des questions à moi parce que j'ai des réponses que le bureau chef n'a pas. Alors, il y a un représentant qui fait attends une minute, là, non, ça ne marche pas, ça. Alors, je vais te mettre en contact avec des gens en haut, puis on va travailler ensemble. Et c'est là que j'ai commencé à devenir consultant pour l'industrie des produits naturels. Ça commence en 96 et c'est là que mon développement professionnel commence à prendre un tournant, là, parce que je suis quelqu'un qui est fondamentalement un autodidacte et j'apprends avec des questions. Fait que quand on me pose des questions, je ne trouve pas la réponse, je gratte jusqu'à temps que je trouve. Et ça part. Et ça se développe. Puis il y a plusieurs clients, plusieurs compagnies. Puis là, j'ai du fun, je fais de la formation, je fais de la formulation, j'apprends les plantes. Et en 2000, je saute dans le vide en me disant, je vends ma pharmacie et je vais vivre du consultant seulement. C'est un pari risqué qui a très bien marché. Il marche encore aujourd'hui. Et là, j'ai évolué dans le temps d'un client à un autre, d'un consultant à un autre, puis d'une corporation, d'une formation, d'une association professionnelle. Je travaille avec toutes sortes d'associations comme Éminence Grise en arrière, au niveau des questions de fond. J'ai travaillé avec un groupe de nutritionnistes pendant une 12aine d'années. J'ai écrit pour des médias, l'actualité pharmaceutique, pendant 15 ans. J'ai fait plein de choses comme Radio-Canada, TVA, etc. Claude, non. En fait, je peux vous le dire, j'étais un chanteur. Si. Et oui, j'ai fait un bac en musique, en chant. J'ai fait 2 ans en théâtre musical à Banff. J'ai une autre vie en arrière. Mais disons que je ne chante plus, pas tout, parce que quand j'ai ouvert ma pharmacie à 70 heures par semaine, plus le transport, plus, la voix est partie. Mais ceci étant dit, je ne m'ennuie pas parce qu'au lieu de chanter, je parle. J'ai plus de fun à parler, c'est pas stressant. Mais bon, toujours est-il que là, ça frappe à la porte au niveau des consommateurs. Dit Jean-Yves, je veux te voir. Je ne fais pas de consultation, j'en fais plus de la pharmacie parce que je veux te voir pareil. OK. Fait que là, il se passe quelque chose en 2009 où 2 choses apparaissent. 2009, c'est après 2008. 2008, c'est une vérité d'appelée ce que je viens de dire là, mais 2008, c'est la crise économique. Et là, qu'est-ce que les grosses compagnies font? Ils relarguent tout ce qui est superflu. Donc, les consultants comme moi se ramassent patate, plus rien. Pas plus rien, mais beaucoup moins. Et là, OK, l'avenir est dans ligne en 2009. Fait que là, je crée le blog Franchement Santé et en même temps, commencent les consultations privées où des gens frappent à ma porte. Je fais 0 publicité et là, ça frappe à ma porte. Et Jean-Yves, je veux te voir. OK, on va trouver une façon. Là. Puis finalement, le modèle se développe et on est rendu 12 ans plus tard. Puis là, je fais de la médecine fonctionnelle, même si je n'ai pas là de prendre le mot médecine, ou de la santé intégrative, ce qui est plus le terme à la mode. Mais tout ça a évolué, puis j'ai finalement, quelque part en 2011, commencé à dire, OK, ce que je fais, je peux peut-être l'enseigner.
En 2013, on fonde l'Académie de l'apothicaire, qui est la coalescence de tout ce que j'ai fait, où j'ai glané en herboristerie, en naturopathie, en médecine fonctionnelle, en médecine orthomoléculaire, etc. Herboristerie, name it. Et je poule ça dans l'Académie de l'apothicaire. On commence en salle. On fait quelques trucs, ça va super bien. Fait que là, on développe, puis là, je bâtis un cours, un cursus avec X modules qui durent, je ne me souviens plus combien d'heures, là, et on donne ça en salle, puis ça va assez bien. Je trouve que les choses étant ce qu'elles sont, hop, ça ralentit, il se passe ça à faire. OK, on s'en va en ligne. Et c'est là qu'est née l'Académie d'apothicaire en ligne avec les cours très structurés, très complets, accès aux professionnels, mais le marché est gros de même. Puis en plus, ce que je pensais être mon marché naturel, les pharmaciens, ça n'a pas levé, pour toutes sortes de raisons. Ils ont d'autres choses à fouetter. C'était la loi 41, la loi 31, toujours d'autres choses à faire. OK, correct. Fait que moi, je me suis réorienté, je suis flexible. Arrive la pandémie, paire de claques, un certain 13 mars, on s'en souvient tous, en 2020, où là, plus rien. Tous mes contrats corpaux sont disparus. Tout tombe. OK, je fais quoi? Alors, je me réinvente encore une fois avec Michel et on développe le même concept, mais pour tout le monde, pour vous, ce qu'on appelle les concentrés de santé. Et là, oh, wow, là, ça fait. Là, j'ai du fun parce que j'ai beaucoup de monde qui sont intéressés et là, je peux diffuser à des gens qui sont intéressés à ce qu'on fait. Puis là, c'est toute la dynamique qui se développe. Ben oui, Lynn, le certificat, c'est 75 heures. Merci, Lynn. Oui, c'est une bête, ça. Il y a du travail dedans. Ça a pris 3 ans à 2 à temps plein. Voilà. Alors, toi, en résumé, moi. Oui, pour le début de la pandémie, tu avais commencé, avant la pandémie, tu avais commencé à donner des conférences aussi sur le diacétogène. Ben oui, toute une Donc, tournée bien de sûr, conférences. tombé avec la pandémie. Plus rien. En fait, il en reste une. C'est encore disponible. Le 6 octobre, elle va être en ligne parce que la salle où on était supposé faire ça à Gatineau a restreint de 150 à 25 pour une raison X. Alors donc, on a fait, regarde, on ne se cassera pas les pieds pour 25 personnes, mais on a plus de gens qui ont acheté des billets parce qu'elle a été reportée. Fait que là, on l'a fait en ligne. Ouais, on va la faire en ligne le 6 octobre. Puis comme tout le monde est un peu déçu qu'elle soit en ligne plutôt qu'en salle, j'ai préparé un petit cadeau. Il y a encore des places. Il faut aller voir avec chez Marc Gervais. Je vais annoncer Bon Stress, Bad Stress, exactement. C'est là-dessus. C'est la conférence qui accompagne le livre. Oui, Mon livre, Bon Stress, Bad Stress. Oui, c'est ça. J'allais en parler parce que tu n'en as pas parlé non plus dans le. En fait, non, j'en ai pas parlé. Tu as sauté celui-là aussi. Oui, bien ça, c'est l'ancêtre. Il n'existe plus, lui. Il y a toi puis moi qui en a encore. C'est à peu près ça. Là. On peut plus? Ah oui, on peut non, plus. il n'est plus disponible. C'est l'ancêtre. Il s'appelle maintenant Bon Stress, Bad Stress. C'est le contenu qui est là, étoffé, bonifié, corrigé, upgrade, comme dirait Neo dans La Matrice. Voilà. Ah, ben écoute, génial. On vient de faire un bon tour d'horizon, justement, de ton parcours, les formations avec les pharmaciens. C'est sûr que le fait qu'aujourd'hui, tu t'adresses au grand public, en fait, permet autre chose aussi. Ça permet de véhiculer d'autres types de messages que juste la formation, où là, on peut ramener, en fait, des valeurs en santé, des mentions intéressantes dont personne ne parle, là, sur le fait que justement, des mentions dont personne ne parle. Vous avez été ouvert à une tranche de vie que je ne partage pas souvent, mais le côté performeur, artiste, puis le côté scientifique, chez moi, c'est important dans les deux cas. Fait que j'ai trouvé l'usage des médias sociaux, c'est de la promotion, c'est tout, mais en même temps, ça me permet de véhiculer ce que tu viens de dire, des informations qui n'ont pas la cote en ce moment, mais qui devraient l'avoir. Exemple, en ce moment, dans l'histoire conne qu'on vit tous en ce moment à différents degrés, on nous parle d'une seule affaire, le vaccin. Wow, minute, wow, pourquoi il y a des gens vaccinés qui attrapent la maladie? Ça, on n'en parle jamais. On ne nous parle jamais des facteurs de risque qui font qu'une personne va développer des symptômes sévères, voire mortels, puis d'autres vont faire la maladie silencieuse. C'est quoi la différence? Bien ça, je l'explique dans différents, le webinaire immunité, les différents lives, où les deux grands facteurs de risque, c'est le taux de vitamine D sanguin et ce qu'on appelle le syndrome métabolique.
Donc, tout ce qui est tour de taille, résistance à l'insuline, inflammation, etc. Puis ça se règle par l'alimentation. Mais ça, on n'en parle jamais. C'est frustrant. Ah oui, puis il y a des éléments, écoute, si tu veux que je te craque un petit peu, là. Euh, C'est dangereux, Dernièrement, ça. sur LinkedIn, j'ai vu un nutritionniste qui a passé un commentaire, un beau petit message qui mentionnait que le jeûne intermittent n'était pas un outil thérapeutique et n'avait aucun intérêt à ses yeux. Ah! Est-ce qu'on peut mettre le mot incompétent derrière ça? Écoute, la science est là. C'est ce matin même que j'ai reçu un papier dans mes différents newsletters qui parle justement du bénéfice du jeûne intermittent ou à tout point, oublions le mot jeûne, la restriction dans le temps. Si tu manges sur 10 heures, au niveau métabolique, les 14 heures à côté, ton corps a le temps de se déposer, puis la résistance à l'insuline diminue. C'est comme, wow, fascinant ça là. Ah oui, en fait, tu as vu l'article ce matin qui sortait sur le renversement des maladies chroniques, hein, c'est ça? Exactement. Oui. Non, écoute, c'est sûr que ça fait pas de sens. De toute façon, là, moi, quand je vois ce genre de truc-là, ou j'ai des commentaires de ce type-là, je rappelle à la personne en question que si le New England Journal of Medicine a demandé de produire un article de revue en décembre 2019 sur le jeûne intermittent, Uh-huh. c'est parce que c'est un outil thérapeutique, parce qu'il s'adresse juste aux médecins dans leur pratique. C'était pas pour le fun. Non. C'est sûr que c'était pas Ben, pour le fun. c'est toujours quand tu as, peu importe qui est l'auteur du commentaire défavorable ou négatif, à chaque fois que tu as, excusez, je suis en train de faire deux choses pour essayer de vous envoyer la question. Euh, Là, je le mets dans les messages ici, le lien pour la conférence Bon Stress, Bad Stress qui aura lieu le 6 octobre. Mais à chaque fois que tu as quelqu'un qui est désobligeant, qui est dogmatique, qui est condescendant envers le point de vue opposé au sien ou différent du sien, là, je vais être méchant. Posons-nous des questions sur la compétence de cette personne-là. Qu'elle soit une personne bien en vue dans les médias ou dans votre salon, je m'en fous, là. La science, c'est quelque chose qui évolue tout le temps et qui doit composer avec des points de vue divergents. Autrement, ce n'est pas de la science. C'est du dogmatisme pour ça, aller dans une église. Excusez, là. Oui, oui, puis en fait, ça, je vais t'en reparler de ça tantôt, tu vois, parce que j'ai quelque chose que tu as déjà mentionné qui est fort intéressant là-dessus. Mais ceci étant dit, il y avait deux problèmes dans son énoncé. Il y a le côté outil thérapeutique, puis il y a l'autre côté qui sous-tend finalement que si ce n'est pas un outil thérapeutique, on n'a pas le droit d'en parler ou on n'a pas le droit de s'y intéresser. Je veux Oh dire, my God! ben J'ai pas là, le droit mais de c'est m'intéresser ça. au maquillage. Ben non, mais c'est ça, c'est ce qu'il a dit, Jean-Yves. Il veut dire, si lui, dans son livre à lui, un, c'est pas un outil thérapeutique, puis deux, ça n'a rien d'intéressant, c'est que ça veut dire, il sous-tend finalement que c'est pas intéressant parce que c'est pas un outil thérapeutique, c'est un nutritionniste qui vient de dire ça. Ben oui. Je veux dire, je sais pas s'il considère le fait de manger bien des légumes comme un outil thérapeutique, là, mais Ah, il y a un problème de mentalité là aussi. Là, ben oui, ben on est oui. tellement axé sur le diagnostic finalement, puis le traitement qui suit le diagnostic, qu'on perd de vue que la vie, c'est pas juste ça. Là. Je veux dire, comme tu le dis souvent, la maladie n'est pas causée par un manque de médicaments. Ben non, la maladie, ce n'est pas une carence de médicaments. Pour ceux pour qui c'est marqué complet, euh, prenons rendez-vous demain sur ma page Facebook. Donnez-moi l'avant-midi. Donc, en après-midi, ça va être dans mes événements. Je vais régler cette affaire-là pour qu'on puisse agrandir la salle. Toujours est-il que, OK, alors, message, la même place, mais en après-midi, moi, je vais régler ça demain matin. Ouais, écrivez à Jean-Yves sur sa page Facebook. Franchement, Pourquoi ce n'est pas enseigné à l'université? Pour toutes sortes de mauvaises raisons, mais dites-vous qu'à l'Université Laval, il y a maintenant un certificat en nutrition fonctionnelle. mais bon, en fait, ce n'est pas complètement vrai. Il faut faire attention aussi. Hein. Faisons une différence entre nos universités du Québec et le reste des universités dans le monde. Ah ben oui, ben là, oui. Oui, parce que le jeûne intermittent, en fait, puis bon, j'en parle couramment, là, parce que les chercheurs dans le domaine les chercheurs dans le domaine fondamental, en fait, au niveau des bénéfices santé du jeûne, c'est des chercheurs dans le domaine de la longévité, habituellement. Parce que les deux mécanismes sont très, très intimement reliés. Absolument. Ça fait que c'est beaucoup d'études que j'ai lues, en fait, par le passé. Fait que si ça vous intéresse, entre autres, on en parlait tout à l'heure avant l'entrevue, il y a un médecin australien qui s'appelle Luigi Fontana, qui a écrit des livres, entre autres, hein, sur la restriction calorique. Techniquement, la restriction calorique, ce qu'on a fait en recherche au cours des dernières années, c'est du jeûne intermittent.
Parce que les animaux, si tu leur donnes juste une partie de leur alimentation, ils vont toute la manger d'un coup sec, puis ils vont jeûner tout le reste de la journée. Fait qu'il y a beaucoup de protocoles que c'était du jeûne intermittent qu'on faisait, même si on a appelé ça de la restriction calorique. Mais bon, ceci dit, comme tu dis souvent, ça serait un autre sujet. Oui, puis comme le sujet du jour, ce n'est pas les jeûnes, on ne répondra pas à la question des jeûnes plus longs, c'est un autre sujet. J'ai d'ailleurs, promotion, sur ma page Académie de l'apothicaire, une formation sur le jeûne. Je vous explique les tenants et les aboutissants. Fait que voilà, on continue. Et en même temps, j'ai écrit 5 articles pour ceux qui sont intéressés par la biologie derrière le jeûne. Sur le blog de Vitali, vous avez 5 articles aussi que vous pouvez lire dans lesquels je décris les raisons du pourquoi, du quoi, en fait, des bénéfices santé qui viennent du jeûne. Donc, oui, si on continue, en fait, j'arrive à l'élément que je vais te mentionner. Écoute ça, tu vas aimer ça. Je vais te faire un énoncé, puis après, je vais te laisser réagir. Parce que l'énoncé, il vient du texte que tu as écrit de la préface de mon deuxième livre. En fait, il n'y a personne qui sait, à part nous deux, que la préface de mon deuxième livre, tu l'as écrit parce que j'étais frustré, justement, de ce qu'un professionnel m'avait dit sur les réseaux sociaux. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Jean-Yves, j'ai dit, Jean-Yves, il faudrait... Il dit, je viens de penser, écoute ça, ce qui m'est arrivé, c'est que j'y raconte toute la chose. Puis j'ai dit, sais-tu, on devrait répondre à ça. On pourrait utiliser la préface de mon deuxième livre. J'ai dit, si ça t'intéresse, j'aimerais ça que tu le fasses. Puis Jean-Yves l'a fait de façon fabuleuse. Honnêtement, il faut que vous voyez le texte. Mais ceci étant dit, regardez bien, je vais vous lire un petit énoncé. On va laisser répondre Jean-Yves après. Vous allez voir à quel point c'est intéressant. Je vais repasser à travers les étapes du texte en question là, de façon rapide. Ouais, vas-y. Dans le texte mentionné, le texte, il s'appelle « De la démocratie à la prévention », en passant. Hein? Dans le texte mentionné, tu pars de l'invention de l'imprimerie, en passant par l'Église catholique, j'ai beaucoup aimé ça, puis par l'apparition d'Internet pour parler de l'accessibilité à l'information et du droit des gens d'être informés, mais tout ceci pour souligner le rôle du professionnel de la santé qui n'est pas de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Oui. Ben écoute, ouais. dans ce long paragraphe-là, ce que j'avais fait, c'est parler qu'il y a une démocratisation du savoir. Je pars au Moyen Âge où l'Église catholique ne voulait absolument pas que le peuple apprenne à lire parce que ça enlevait le contrôle. Puis là, je me ramasse aujourd'hui où tu as l'Église médicale qui ne veut absolument pas qu'on s'auto-traite. L'autotraitement, l'autodiagnostic, c'est l'hérésie. Puis moi, je dis exactement le contraire. Moi, je dis que la chose à faire, puis ce que j'aime, c'est quand quelqu'un vient me voir avec les 3/4 de la job de fait. C'est sûr qu'il n'y a pas la formation pour tout comprendre ce que le Merck Manual, puis les sites, puis qu'il va voir ses symptômes, et dire « Ah, j'ai le cancer, je vais mourir demain matin. » Oui, mais en même temps, il a fait le débroussaillage et n'importe qui d'intelligent va prendre l'information puis va en chercher un sens. Le rôle du professionnel, ce n'est pas d'être dogmatique. Fais ça. C'est plus vrai, ça. Le paternalisme, je m'excuse, c'est sûr qu'il y a des patients qui veulent ça, OK? Il y a des patients qui remettent leur responsabilité aux professionnels. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, puis je vais répondre à ça. Mais moi, j'aime travailler avec l'intelligence des gens où je leur donne les outils et c'est eux qui travaillent. Alors, la démocratisation de l'information, et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous commencez à surfer sur le site PubMed, qui est la librairie médicale du gouvernement américain qui va répertorier à peu près 40 des textes. Et là, il faut faire attention, pour beaucoup de professionnels de la santé, c'est 100 Non, c'est à peu près 40 parce que bien des textes en russe et en d'autres choses ne sont pas là. Alors, mais n'importe qui a accès à ça. On a les abstracts, les résumés, qui sont toujours incomplets, mais il y a beaucoup de textes complets, ce qu'on appelle les open source. Et là, vous prenez votre propre intelligence, vous posez des questions, vous bouquinez et vous vous faites une tête. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a une réaction épidermique de la part de certains professionnels contre Dr. Google, contre tout ça, que ce n'est pas bon. Non, wow. Moi, je trouve ça important que les gens commencent à apprendre comment leur corps fonctionne, que le symptôme, c'est la signification de quelque chose et qu'avec cette information-là, on fait quelque chose. Et c'est tout ça, ma démarche à moi, la démarche de la médecine fonctionnelle, de la santé intégrative, où on prend un paquet de morceaux du puzzle, puis on rebâtit quelque chose et on le donne aux patients. Et il y a un mouvement en médecine qui s'appelle le patient expert, où on a constaté que certains patients dans des maladies chroniques qui finissent par en savoir plus que le spécialiste, pas dans toutes, dans leur maladie,
Alors, en Europe, on utilise, en France, entre autres, on utilise beaucoup, beaucoup le patient expert pour l'utiliser littéralement pour enseigner aux autres. On peut-tu faire ça ici? M'excuse. Le savoir, ce n'est pas exclusivement dans une tour d'ivoire qu'on appelle une université. C'est partout. C'est assez? Effectivement. Puis en fait, ben, dernièrement, je t'ai même présenté une pharmacienne qui a une expertise extraordinaire dans le domaine parce que dans sa tête à elle, puis bon, elle est allée faire 3 cours différents de coaching, dont coaching santé, même aux États-Unis, dans lesquels, en fait, on développe tous les outils, les réflexes du praticien pour amener la personne à vouloir reprendre sa santé en main. Exactement. C'est les mêmes. Je parle de Elena Bureau, qui est une pharmacienne qui est devenue une coach et qui enseigne le coach. Mais c'est quoi un coach? C'est quelqu'un qui va dire, hey, tu as des problèmes, mais c'est quoi tes forces? On va travailler avec tes forces, tu vas développer tes forces et on va résoudre le problème. Contrairement à l'approche paternaliste qui est, tu as un problème, on va régler le problème. Avec un médicament avec des effets secondaires, peut-être. Et c'est là où il y a toute la distinction. Alors, l'approche d'Elena, c'est un petit peu la même. Je suis moins structuré. Bon, je n'ai pas le diplôme de coach, même si j'ai des formations de coach. Mais le but, c'est, comme disait un psychologue de Montréal, on arrose les fleurs, pas les mauvaises herbes. On aide la personne avec ses forces à elle. C'est pas en disant « T'es malade ». Oui, t'es malade. OK, on fait quoi maintenant? Non, mais puis ça a un effet extraordinaire aussi de ressentir la capacité d'agir sur notre propre situation. Il faut que les gens reprennent en main la responsabilité. Malheureusement, actuellement, puis c'est dû au fait que le système de santé est gratuit, les gens ils ont remis la responsabilité de leur santé dans les mains du système. Mais alors, ça ne peut pas être comme ça, là. Je veux dire, puis aujourd'hui, surtout dans un milieu où on a accès quand même à de l'information, que les gens puissent s'informer en plus avant d'en parler avec le professionnel. S'ils sont bien reçus sur le fait qu'ils se sont informés, ça va valoriser leur démarche puis le réflexe de vouloir s'occuper eux-mêmes de leur santé. C'est techniquement, on devrait encourager ça. D'où le rôle du professionnel, c'est d'être un guide. C'est clair que je ne parle pas de l'urgence ici puis des étages de l'hôpital. Ce n'est pas la même réalité. Je te parle d'un bureau, je te parle de la rue, je te parle du comptoir de pharmacie, je te parle de la boutique d'aliments naturels. On ne peut pas être paternaliste, fais ça. C'est beaucoup plus, voici les outils, tu as déjà fait une démarche, bon, tel outil, pas d'allure, tel outil, ça oui, vas-y, parce que. Et c'est là que le rôle du guide embarque. C'est le parce que pour valoriser le travail, l'individu. Oui, tout à fait. Puis en fait, écoute, avec Elena, parce que je pense que ça, je ne te l'ai pas raconté, mais je vais donner une formation à des pharmaciens. Avec Elena, justement, on va donner 2 formations conjointes cet automne ensemble, dans lesquelles moi, je vais parler des habitudes de vie des centenaires, justement, de la science de la longévité humaine nous a appris au cours des dernières années sur comment faire, mettre toutes les chances de notre côté, de garder nos capacités le plus longtemps possible. Puis Elena va parler par la suite, en fait, de comment on amène les gens à essayer de vouloir les mettre en application puis prendre leur santé en main, justement, en coaching. Exactement. Dans notre démarche, ou dans notre société, on est un petit peu à contre-courant parce que Santé Canada, Ministère de la Santé, le Collège des médecins, l'Ordre des pharmaciens, on a toute une approche de on va prendre le patient en charge, on va lui dire quoi faire. Mais à un moment donné, le patient il est désemparé, surtout s'il y a 3-4 médecins différents, là. Oh, il est pris. Tandis que l'approche coach, c'est l'inverse. C'est pas je vais te prendre en charge, c'est tu connais les outils, je vais t'aider à les trouver. Bien différent, cela. Là. Et la conversation, ce n'est pas fais ça. Moi, j'ai tendance à faire ça. Mais bon, parce que j'en ai trop à dire. Mais l'approche coach, c'est de faire trouver à la personne ses propres forces, ses propres outils, puis faire ah ben oui, c'est par là qu'il faut que je passe. C'est tellement clair maintenant. Il y a un esprit là, de santé intégrative qui est fort intéressant. C'est que ça amène le concept aussi du choix de la personne, du respect du choix de la personne. En santé intégrative, il y a 2 grandes facettes. On peut peut-être essayer je peux peut-être, Jean-Yves, si tu veux, le définir vas-y. Pour les gens. La santé intégrative, avant tout, c'est de permettre de choisir la meilleure approche possible pour une personne en particulier. L'exemple que j'utilise tout le temps, entre autres, c'est les douleurs chroniques. Actuellement, avec le système de santé, si on demande aux professionnels ou aux praticiens, les gens vont dire qu'ils collaborent.
en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils travaillent de façon séquentielle. Il y en a un qui va aborder la personne en premier. S'il ne réussit pas, il va le référer à quelqu'un d'autre. Si l'autre ne réussit pas, il va le référer à quelqu'un d'autre. Tu joins ensemble 8 personnes, 8 praticiens professionnels dans les douleurs chroniques. Tu leur demandes qui a la meilleure des solutions. Ils vont tous avoir la meilleure des solutions. Le problème, il est là. C'est que si tu considères une personne, c'est sûr qu'il y a une des 8 personnes en question qui a la meilleure des solutions pour la personne en question. Et avant tout, ça va être de considérer ce que la personne veut. Ça va être de respecter le choix de la personne. Moi, je vais te rajouter 2 détails. Un, il y a rarement une approche qui règle tout. Puis la notion d'intégration devient intéressante, où là, contrairement à ce que nos ordres professionnels nous demandent d'être en silo, je suis un pharmacien, je fais du médicament, pointe à la ligne, la notion de la santé intégrative m'oblige à ouvrir les yeux. On vient de parler du coach, on peut parler de l'alimentation, on peut parler de l'exercice. Je ne suis pas un spécialiste des autres affaires, mais je les intègre dans ma façon de travailler. J'ouvre mon coffre à outils pour aider le patient à s'outiller lui-même vers la progression vers la santé. Ça, c'est l'aspect premier. On doit intégrer, que ce soit en collaborant ensemble ou dans la même pratique, d'aller chercher des compétences autres pour mon patient. Oui, tout à fait, tu as raison, en fait. Puis, autrement dit, il n'y a rien qui empêche de considérer plusieurs approches en même temps. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Hein, c'est que, oui, mais notre système est mal fait pour ça, parce que les professionnels rémunérés par l'État sont payés à l'acte. Et que les cliniques qui feraient comme des cliniques complexes comme Isabelle demande, où on retrouve tout ça, bien, ça coûte une beurrée parce que tout le monde est là, puis le consommateur doit payer, c'est le patient, parce que des fois, il y a des régimes d'assurance, des fois pas. Alors, ça devient complexe à gérer. Il y a des cliniques qui le font. J'ai passé en entrevue à Chartrand-la-Bonté, son prénom, c'est Geneviève, psychologue de Gatineau, qui fait de la santé intégrative. Et dans sa clinique, il y a différents professionnels qui vont travailler dans un processus. Puis là, il y a des protocoles pour aider les gens sous forme de groupes de coaching. On parle d'alimentation, gestion des médicaments. Puis moi, je vais intervenir là-dedans pour le sevrage de médicaments. Alors, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire, mais le seul et unique but, c'est la santé du patient. Ce n'est pas mon ego ou ma profession ou moi j'ai raison. On s'en contrefout de cet aspect-là. C'est qu'est-ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui marche pour ce patient-là en particulier? Oui, effectivement. Moi, Geneviève, qui est aussi une des collaboratrices du blog de Vitali, on va faire la même chose aussi. Hein. Je vais la passer. On va faire ensemble aussi une entrevue en novembre. Il y en a 6 cet automne. Le prochain, c'est Dino. On va parler de qu'est-ce qu'un naturopathe. Parce que je suis convaincu que la majorité de la population a une mauvaise conception de qu'est-ce que c'est qu'un naturopathe puis quelles sont ses compétences. C'est tellement vrai, ça, parce que surtout au Québec, parce que la naturopathie n'est pas reconnue, contrairement à l'Ontario, BC, 7 provinces sur 10, c'est reconnu et c'est donc un titre professionnel avec un encadrement puis un niveau universitaire. Ici, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a des naturopathes super compétents, Dino en est un, puis il y en a, c'est comme tu sors d'où, toi? Tu t'appelles naturopathe, mais ce que tu viens de me dire, c'est une grossièreté, là, ta minute. Tu sais? Bon. Oui. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça pour ceux et celles qui seraient intéressés en passant. Vous avez dans les courriels de rappel là, de l'événement de ce soir, vous avez aussi les autres événements de l'automne que vous pouvez, dont vous pouvez prendre connaissance avec les descriptifs. Ouais. Et pour la santé intégrative aussi, Jean-Yves, un élément intéressant que je ne voulais pas oublier de mentionner, on a créé l'automne dernier l'Association professionnelle pour la santé intégrative. On est plus de 250 maintenant professionnels praticiens qui font partie de l'association. Et on a la page Facebook de l'association. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, là, allez joindre la page Facebook de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Vous allez voir là, des choses partagées, en fait, là, qu'on est les seuls à partager. Et entre autres, aujourd'hui, j'arrive à un élément qui va beaucoup t'intéresser. J'ai partagé ce matin sur la page de l'association un case report en français. Une histoire de cas. Une histoire de cas. D'un patient avec une tumeur cancéreuse au cerveau agressive qui aurait dû mourir en dedans de 2 à 3 mois. Ça fait 80 mois maintenant. Et il est en diète cétogène. Bon. Ça, c'est un cas. Je vais t'en rapporter 2 que tu connais. Le premier, c'est David Servan-Schreiber qui a écrit le bouquin Guérir, qui
Oui, il y a eu un cancer du cerveau, diagnostic son, va mourir en quelques mois, il a toffé 12 ans Ah non, avec OK, la diète céto. il a fait de L'autre, la diète c'est cétogène aussi. OK, ça, je ne savais pas. absolument. Puis l'autre, c'est, certains d'entre vous le connaissez, c'est voyons, Christian Lamontagne, qui était le Ah oui. fondateur du guide ressources et après ça de Passeport Santé, à l'époque Réseau Proteus, Passeport Santé qui a été finalement vendu en France. Mais Christian, c'est un journaliste, un homme extraordinaire qui, justement, pow, cancer du cerveau agressif. Et là, ce n'était pas connu à l'époque. On est au début des années 2000. Se fait traiter par un naturopathe de Vancouver. Et fondamentalement, son traitement, c'est la diète céto stricte. Lui a toffé plus que 12 ans, puis un pronostic de quelques mois. Alors, puis c'est un de ceux qui m'a comme convaincu ou en tout cas plus piqué comme curiosité. Il disait, vous me regardez manger, vous ne saurez pas que je mange la diète céto. Ça ne paraît pas. Il n'y a pas de pain, pas de pâte, pas de patate. Puis on calibre les choses autrement, mais on mange des vrais aliments. On n'est pas sur une autre planète. Et lui, ça lui a permis de vivre beaucoup plus longtemps puis de garder sa tête. Ah, fort intéressant. Je ne savais pas le nom. Je ne savais pas vous questionner pour David Ouais, Savard-Schreiber. c'en est deux Moi, comme j'ai eu ça, la là. chance de le rencontrer, cependant, David Savard-Schreiber, un congrès qu'on avait organisé au Château Frontenac, qui s'était perdu en allant courir le matin. Oh, se perdre à Québec, il faut le faire. Oui. D'autant plus qu'il étudiait à l'Université Laval, lui, là, à un moment donné, là. Hein, il est de mon époque, c'est un Français, mais il a passé 1 ou 2 années à l'Université Laval dans les années où moi j'étais là. Ah, oui, ben Anyway, non. ben Bon, oui. ceci dit. Ceci dit, parlons un peu de longévité. Il nous reste une quinzaine de minutes, en fait. Là. Oui, On a-tu guetté un peu? Oui, OK, il y a d'autres questions que je n'ai pas regardées. On avait une question tantôt, Jean-Yves, pour toi, qui était plus du côté des gens qui étaient inscrits à... oui, ben là, j'ai donné à cette personne-là mon adresse courriel pour me contacter personnellement, parce que je ne répondrai pas à ce genre de questions-là en ligne. Là. C'est un peu trop pointu. Là. Mais non, écoute, parlons longévité ou parlons santé intégrative et clinique. Là. D'ailleurs, j'en fais. Oui, effectivement. Euh, En fait, puis là, je regardais les questions qui étaient posées. Et effectivement, le cas du cancer de la diète cétogène, c'est que les cellules cancéreuses ont besoin du glucose à développer. Oui, bien Il- ça. Puis ceux que ça intéresse, c'est l'effet Wahlberg, où c'est tout le travail de Thomas Seyfried, de Cancer as a Metabolic Disease. La majorité des maladies de notre société sont essentiellement dues à la résistance à l'insuline, donc à manger trop de glucides. Ce n'est pas uniquement la cause, mais c'est la cause principale. Fait que quand tu tombes dans le monde du cancer, tous les cancers de type tumeur, les cancers diffus comme les leucémies, j'en ai aucune idée. Les types tumeurs, quand tu les affames en enlevant le glucose de ton alimentation, ben, le cancer ralentit. Et c'est ça qui devient fascinant parce que la cellule cancéreuse a perdu la capacité de faire la respiration cellulaire, de brûler les nutriments comme nos autres cellules. Alors, elle fait ce qu'on appelle la fermentation. Elle travaille exclusivement par le glucose. À un moment donné, tu fais comme, oui, je vais réduire le robinet. Et comme je n'aurai jamais zéro glucose dans le corps parce que mon foie en fabrique, ce n'est pas vrai que je vais guérir du cancer par la diète céto. Par contre, c'est un très bon adjuvant, complément de traitement à quelqu'un qui fait une démarche pour traiter le cancer, la diète céto. Puis là, au Québec, on est très, très en retard. En France, ça s'enseigne. Ça commence aux États-Unis. Ici, on a quelques personnes qui en parlent, mais c'est un peu tabou. Mais c'est l'avenue prometteuse pour la majorité des cancers de type tumeur. Bon, on a une des membres de l'association, Véronique Bourbeau, qui donne des conférences, en fait, hein, parce qu'elle donne des conférences, entre autres, pour l'Association du cancer, sur justement l'utilisation de la diète cétogène dans le traitement du cancer. Absolument. Et même que sa conférence est sur YouTube. On peut la trouver, en fait, sur YouTube. Mais éventuellement, Véronique est d'accord pour la faire pour l'association dans un événement à venir qu'on pourra organiser, justement. Là. Ça va être quelque chose de La intéressant. question ici, c'est le nom de la page Facebook de santé et de médecine intégrative, c'est l'Association l'Association professionnelle pour la Professionnel. santé intégrative, APSI. Il y a une page privée, puis il y a la page pour tout le monde. Fait Association professionnelle pour la santé intégrative, vous pouvez
aimer la page, puis vous allez être abonné à tout ça. Puis Lynn parle de surconsommation de glucides et des huiles oméga-6. Ça, c'est tout à fait vrai. Les huiles de graines, là, les huiles industrielles qui n'existaient pas il y a 120 ans, là, c'est tout à fait vrai. C'est des machines à inflammation. Oui, tout à fait. Fait que parlons un peu de longévité humaine. En fait, oui, vas-y, je t'écoute. Le cas de la longévité humaine était patent pour plusieurs raisons. C'est qu'on se rend compte que on se rend compte que les gens des populations centenaires font pas des choses si extraordinaires que ça. C'est que c'est à notre portée, en fait. Ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, tout le monde est capable de mettre ça en application. C'est pas sorcier. Et donc, c'est une question de vouloir amorcer un changement, de vouloir adopter une culture. C'est une question de culture avant tout. Et c'est la raison, entre autres, hein, Jean-Yves, je t'en ai peut-être déjà parlé, ce qui a créé un point tournant important dans le cas, justement, de l'impact de la génétique versus l'impact des habitudes de vie en tant que telles. Parce que d'un point de vue scientifique, on va considérer que la génétique a pour 15 à 25 à peu près de Comme pour les maladies, hein? Hein? Comme pour les maladies, il y a très, très peu. Tu sais, quand on parle de cholestérol génétique, parce que ton père en fait, excuse-moi, là, la maladie cardiaque, c'est 95 de tes habitudes de vie. Là. Même chose. Oh, oui, l'impact est très faible, mais ce qui avait attiré le plus l'attention, je dirais, il y a deux éléments intéressants. C'est quand ils ont séquencé des super centenaires d'Okinawa pour se rendre compte qu'il y avait exactement les mêmes niveaux de risque de maladie d'un point de vue génétique que la moyenne de la population. Fait que là, ce que ça nous disait techniquement, c'est ce que j'ai déjà raconté, entre autres, je pense que c'est dans mon deuxième livre que tu avais bien aimé le terme, c'est qu'en génétique, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est lu. C'est que Et là, on parle de l'épigénétique, là. Hein? Ce que tu fais avec les gènes que tu as. Oui, c'est que notre génétique est lue en fonction de nos habitudes de vie. Et c'est là, en fait, qu'on va avoir une différence, finalement, ce qui va expliquer la très grande longévité des centenaires. L'autre facette qui est fort intéressante, que je voulais vous raconter, puis j'en ai parlé dans ma chronique à la radio hier matin, c'est que c'est vrai que si on a un centenaire dans notre famille, on regarde statistiquement, là, si on a des centenaires qui sont genre nos frères et sœurs, nos chances d'atteindre 100 ans vont doubler. Ce n'est pas une question de génétique. C'est ça qui est intéressant. C'est une question culturelle, parce que généralement, on va avoir les mêmes genres d'habitudes de vie, le même genre de façon de penser. On va avoir. Et une étude qui a bien démontré ça, qui était vraiment épatante, c'est que c'est une famille anglaise qui, en regardant leur arbre phylogénétique, se sont rendus compte que tous les gens de cette famille-là vivaient genre 105, 110 ans. C'était, je pense, entre 95 puis 110 ans. C'était quand même épatant. Là. Les enfants de la famille, les parents, les grands-parents. Là, ben. Ils ont séquencé la génétique 9 des enfants pour se rendre compte encore là qu'il y avait exactement le même niveau de risque de maladie que le reste de la population. Puis se rendre compte en regardant l'arbre comme il faut, en fait, là, que même les conjoints des enfants de la famille vivaient plus vieux que la normale. Puis c'était statistiquement significatif. Le message dans ça, c'est assez simple. C'est que cette famille-là avait une culture tellement solide, tellement forte, tellement imbriquée, en fait, tissée serrée, que les enfants embarquaient dans la culture de la famille, vivaient de la même façon, de génération en génération, et leur façon de vivre un peu à la même façon que les Japonais. Les Japonais, c'est une question culturelle qui est en train de se perdre, malheureusement, mais ils vont reprendre les mêmes habitudes. Donc, ça veut dire aussi, en fait, la bonne nouvelle dans tout ça, que si on apprenait la même culture en question, puis qu'on l'appliquait très bien, on serait capable, nous autres aussi, d'atteindre ces âges-là. Et là, comprenez une chose qui est bien importante de comprendre, c'est que ces gens-là vont se rendre habituellement à 90-95 ans avec des capacités de profiter de la vie de tous les jours sans aucun problème. Ils n'auront pas la forme d'une personne de 20 ans, mais la période durant laquelle, justement, ils n'auront plus la capacité de profiter de la vie de tous les jours ou de voyager ou de jouer avec les petits-enfants, là, elle va être terriblement rapetissée par rapport au reste de la population. Donc, en plus de vivre plus longtemps, ils sont malades moins longtemps. Bien, ça, c'est la fameuse courbe. Tu sais, monsieur tout le monde, il a son niveau d'énergie, puis à 50, 40, 60, peu importe, pouf, il commence à casser, il commence à être malade. Finalement, il est malade 20 ans de temps avant de mourir. Tandis que les gens qui font attention, le niveau d'énergie reste là, puis il casse quelques mois avant de mourir. Pouc! Fait que tu vas vivre 90, 100 ans, tu n'as juste pas été malade par rapport à l'autre. Puis là, on va dire, oh, ben, c'est par ta génétique. Non, non, c'est juste parce que ce que tu fais tous les jours. Les petites habitudes, la gestion du stress, c'est tout à fait ça qui est intéressant
tu peux le faire toi-même. C'est sûr qu'il y a des substances intéressantes. On pense au resveratrol dans le vin rouge, on pense à la quercétine des oignons, on pense à... Il y a toutes sortes de substances comme ça qui ont un effet, mais au total, ce n'est pas nécessairement de la pharmacologie, c'est de l'habitude de vie. Merci, Caroline. Oui, académie.apothicaire.ca, c'est là qu'on retrouve toutes mes formations. Ou si vous préférez mon nom, jgraydion.com, cliquez là-dessus, tout est là, que ce soit les consultations ou que ce soit les formations. Puis même le blog un peu plus bas, cliquez sur blog. Vous allez voir mes 700 quelques textes que j'ai écrits au fil des ans. Mais c'est ça, vois-tu, la médecine anti-âge où on dira le mot qu'on voudra, là, même si le mot anti-âge est un peu absurde, parce que tu ne verras jamais quelqu'un à 80 qui a le body d'un enfant de 16 ans. Là. Mais on peut avoir une vitalité, une santé. Première affaire, c'est pas de médicaments. J'ai dit ça, moi. Mais bon, les centenaires, ils ne prennent pas de médicaments, je vous le dis. Donc, on se pose des questions. C'est quoi la question? Est-ce que c'est le médicament ou c'est pourquoi prendre des médicaments? Alors, tout ça, c'est... c'est quoi le parcours à faire? C'est quoi les substances à incorporer dans ma vie? C'est quoi les choses à ne pas faire? Moi, il y a un mot que je déplore dans tout le mouvement d'activité physique, c'est le mot performance. Il faut absolument faire un marathon. Il faut absolument faire un Ironman. Pourquoi? Cours pour courir parce que tu as du fun à courir. Pas parce que tu as une performance et une médaille au bout. Et ça, c'est un défaut de notre société où tout est poussé au maximum. Des centenaires, il n'y en a pas un seul qui a gagné un marathon. Là. On est beaucoup plus au jour le jour. Puis d'ailleurs, pour taper sur le clou, le premier document sur comment vieillir et atteindre un âge avancé, il date de 1500. 1500 quelque chose, c'est un Italien, puis là, je cherchais le nom que je n'ai pas trouvé, là, qui a écrit l'éloge, pas de la probité, mais le monsieur, il a vécu jusqu'à 102 ans. Puis son histoire, c'est que c'est un noble Italien, il est jeune, puis là, le médecin, il manque d'énergie, il est fragile, donc il dit mange, 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 mange. Puis là, il devient plus gros, puis il est malade, comme ça. Il fait non, ça n'a pas d'allure. Puis là, il commence à modérément couper ici, puis prendre juste un peu de vin, puis un peu de ci, puis un peu de ça. Puis là, il maigrit, puis il sera à 102 ans. Puis tout le monde autour de lui meurt à 35-40 ans, comme ça mourait au 16e siècle. Puis l'éloge de la modération, voilà le titre de son ouvrage. Ah ouais, c'est le premier ouvrage sur la longévité, 1542, si ma mémoire est bonne. Tu bouquineras ça là, dans tes histoires. Oui, la super performance. Pourquoi on a besoin d'avoir une médaille? T'sais? On met les Olympiens sur un piédestal. Oui, mais sachez que 60 de ces enfants-là, là, ils font une dépression après les Olympiques. C'est inhumain. Est-ce qu'on peut penser être heureux maintenant, confortable, en santé, puis avoir des belles relations humaines, puis être en forme, se lever le matin de bonne humeur? Juste ça, là, ça vaut une médaille d'or. Excusez, je m'emporte. Tu as raison, les gens des populations centenaires sont actifs dans la vie de tous les jours. Puis même là-dessus, je te dirais, le besoin de toujours mettre un chiffre sur quelque chose, de donner un niveau pour faire une recommandation, je te dirais que moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. La question de faire 30 minutes d'activité phisique 5 fois par semaine pour atteindre... C'est les statistiques et tout est basé sur les statistiques. Mais pour citer Mark Twain, il y a 3 sortes de mensonges. Hein, les statistiques, c'est quoi? Les mensonges, les maudits mensonges, puis les statistiques. Lies, damn lies and statistics. Parce que tu peux faire dire n'importe quoi aux chiffres. Tu le sais comme moi. J'ai jasé avec une épidémiologiste qui est un... Bon, elle ne prend rien, mais elle dit c'est absurde ce qu'on publie tout le temps parce que les résultats sont en fonction de la question qu'on pose. Si tu poses la question, tu veux les résultats, fait que tu vas les trouver. C'est comme les sondages. Tu sais. Moi, les sondages, quand tu appelles chez nous, je raccroche tout le temps, poliment, là, mais je ne réponds jamais à des sondages. Si tu veux mon opinion, tu vas payer pour, de un. Puis de deux, ça ne sert à rien. Sérieusement, là, les sondages, c'est comme, voyons donc, tout est fonction de la question. Oui, puis là-dessus, écoute, je peux peut-être te faire une petite parenthèse que tu vas trouver drôle sur les scientifiques, parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas un élément bien important qui a causé beaucoup de problèmes dans la pandémie actuelle. C'est que les médias jouent beaucoup avec les scientifiques. Parce qu'un scientifique, si tu lui demandes, si tu poses la question dans le bon angle, là, il va te dire ce que tu veux savoir, en fait, ce que tu veux entendre. Fait que malheureusement, oui, comme le sondeur. Si tu demandes, par exemple, s'il est sûr et certain que telle affaire, il va dire non. Fait que si ta réponse, si toi, tu veux te faire dire par un scientifique que tu n'es pas sûr de telle affaire,
pose la question comme il faut, puis il va te dire non. Il va te dire qu'il n'est pas sûr. Ils ne sont jamais sûrs de rien. Ben, c'est sûr. C'est la vie d'un chercheur. Un Oui, chercheur, ça pose des questions. Ça n'a jamais de ça fait partie certitude. de la science. Tantôt, je disais que quand tu as quelqu'un, ton bonhomme qui dit que le jeûne intermittent, ce n'était pas un outil thérapeutique, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est un outil thérapeutique extraordinaire. Et quelqu'un qui est affirmatif comme ça, puis il y en a plein les médias, des gens qui sont coupés carrés, posez-vous des questions. La science, c'est jamais fini. Non, C'est toujours en nuance, c'est toujours. Bien, on a trouvé ça, c'est très intéressant. Oui, mais j'ai des facteurs confondants. Regarde, ça ne peut pas être absolu. L'être humain n'est pas absolu. On est un paquet de statistiques. Ça ne marche pas. Mais pour revenir, je te dirais cependant qu'on a accès aujourd'hui à des connaissances qu'on n'avait pas dans le passé, que souvent Ah, on vrai. a expliqué qui sont bons. Souvent, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je m'y intéresse quand même beaucoup à des données qui nous viennent des études épidémiologiques parce que des fois, on va se rendre compte là, de quelque chose qu'on ne sera pas capable de démontrer de toute façon. Ça Par exemple, génère une hypothèse. Ce n'est ouais, pas un fait absolu. C'est non, mais ça des fois, on l'histoire. finit par être capable de comprendre le mécanisme d'action, puis même si on n'est pas capable de le démontrer en études cliniques, on sait que ça existe. Comme le cas du lycopène, là, avec le cancer de la prostate. On ne sera pas capable de démontrer ça en études cliniques. L'effet préventif, il a été démontré par des études épidémiologiques. Pourtant, on a le mécanisme Oui. d'action. Puis on a Et des études in vitro, puis on a d'autres affaires, puis on a c'est assez ça. de données pour dire l'hypothèse tient la route. Je suis Ouais, d'accord c'est avec ça. toi. C'est ça. Puis que les études vont toujours être contradictoires. C'est un peu comme le sélénium. Le sélénium, à un moment donné, c'est bon, à un moment donné, c'est pas bon. Puis pourtant, c'est vital au niveau du glutation, puis de je ne sais pas combien d'enzymes dans le corps. On est tous là. Donc, ce que tu me dis, c'est que les nutriments, on a besoin de les constater, mais on reste dans le monde des nutriments. On n'est pas dans le monde de l'intervention. Tu ne peux pas donner une dose X de lycopène et dire que ça va faire tel effet. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la présence régulière, un peu comme Vanessa parlait de l'activité significative physique. Si tu aimes ça, tu vas le faire, c'est bénéfique pour toi. Va te promener en forêt, c'est tellement mieux qu'aller te promener dans le métro à Montréal. Tu sais? Ça a même Ben, marche. en fait, ce qu'on va pouvoir faire ensemble, c'est qu'aujourd'hui, on cumule quand même certaines données. Tu sais, moi, donner un exemple. Il y a une étude qui a montré que les gens qui mangent une poignée de noix tous les jours, ils ont 50 plus d'espérance de vie. Bien, on ne sera pas capable de le démontrer, ça non plus. On ne sera pas capable de connaître exactement le Non. mécanisme d'action, mais c'est une réalité de toute façon. C'est intéressant. Oui, ça ne peut pas faire de mal à personne. Il y a d'autres éléments de ce type-là, comme la question de l'activité physique. On en parlait tantôt pour mettre des chiffres. Là. Moi, aujourd'hui, ce que j'explique à tout le monde, c'est qu'à partir du moment où tu as une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, c'est bénéfique. Que ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mets-y suffisamment d'intensité pour créer une augmentation. Je vais te relancer là-dessus. Peut-être vous avez lu le bouquin Free Economics. Il y a une recherche qui a été faite. Je n'ai pas trouvé la recherche, j'ai lu ça dans le livre, où on a pris des femmes de chambre portoricaines quelque part aux États-Unis qui sont toutes petites potelées. Puis, on leur pose la question au départ, êtes-vous en forme? Êtes-vous actif physiquement? Puis toute la gang répond non. Hey, c'est des femmes de chambre dans un hôtel. Excusez, c'est actif cette affaire-là. Là, juste faire un lit, tu es épuisé. Ils travaillent, ces femmes-là. Puis là, ils ont juste fait une chose, des entrevues motivationnelles pour leur faire comprendre que leur mode de vie est actif par définition. Mais la majorité de ces femmes-là ont perdu du poids. Juste Hein? parce qu'on a dit qu'ils étaient actifs naturellement, ce que tu viens de dire. Oh! Alors, quand je dis que ce n'est pas pour tout le monde, le jeûne intermittent, c'est quand on parle de restreindre la plage horaire où on mange. Commençons par la base, 12 heures. Tu déjeunes, tu dînes, tu soupes, puis tu ne manges pas après. 12 heures. Ça, c'est la base. Quand tu veux restreindre ça, tu peux, puis c'est parfait. C'est là où je dis que ce n'est pas pour tout le monde, c'est les gens qui enlèvent un repas. Il y a des gens pour qui c'est un effort et on ne sait pas si l'effort vaut la chandelle. C'est mieux de corriger ce que tu manges et avoir une meilleure alimentation pour ta santé que de te focaliser à dire je vais manger 2 repas par jour en dedans de 8 heures, comme la recherche le dit. C'est là où, si c'est un trop gros effort, fais d'autres choses. Alors, mon cas à moi, je suis un métabolisme hyper rapide, je bouge beaucoup, je fais 1 heure d'activité physique tous les jours. Couper le déjeuner, c'est la fin du monde. Je l'ai essayé, je veux arracher la tête du monde. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrange pour manger en dedans de 12 heures, donc je déjeune à 6h30 à peu près, puis mon souper est avant 6 heures ou autour de 6 heures, donc j'ai mon 12 heures de slack, je suis correct. Mais les gens qui sont confortables à manger sur une plage de 8 heures, bravo, faites-le. Mais si c'est un effort, il y a d'autres outils thérapeutiques. C'est ça mon commentaire.
Oui, ben en fait, on devrait tenir compte de l'âge et de la période du développement. C'est que, techniquement, si vous voulez un autre commentaire, après la période de reproduction. Fait que, autrement dit, on ne considère pas ça pour les jeunes, on ne considère pas ça pour les jeunes non plus qui sont pendant la période de reproduction. Après la période de reproduction, je pense que il y a les autres, il faut faire. Oui, puis il y a une notion de résistance à l'insuline, puis d'embonpoint, puis de réserve, puis tout, puis de type de métabolisme, puis de type d'activité. Fait que, on ne peut pas dire quelle personne devrait l'éviter. Là où c'est plus une question personnelle, puis c'est une question de métabolisme, des gens qui sont très, très petits, qui ont une IMC très, en bas de 19, on va se poser des questions s'il n'y a pas mieux que ça à faire pour vous aider que le jeûne intermittent. Par contre, tu as quelqu'un à l'autre bout qui a une IMC de 30, qui a de l'embonpoint abdominal, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Si tu es confortable à faire ça, ça va maximiser tous tes autres efforts. Go, vas-y. C'est là où il faut mettre en contexte les différents outils. Parce que je parlais au début d'un coffre à outils. T'sais, moi, dans mon coffre à outils, il y a plein d'affaires, puis j'en ai une brochette que j'utilise chez à peu près tout le monde, puis il y en a toute une collection là, très vaste que c'est vraiment spécifique. Je n'irai pas donner à un gars du Vitex, qui est une plante progestative, pour une fille qui fait un SPM. Il faut vraiment cibler les affaires à chaque personne selon la réalité, le moment de la vie. Tu parlais de avant, après l'âge de procréer. L'espace de la ménopause, hein, ce n'est pas un moment, c'est 10 ans avant l'arrêt des menstruations. C'est un temps compliqué au niveau hormonal, mais c'est un temps où on peut intervenir, où la personne peut se prendre en main puis faire des choses fascinantes pour sa santé. Là. Ben vraiment, Marlène, il n'y a pas un seul moule pour tout le monde, c'est vrai. C'est exactement ça que je dis. C'est individuel. Puis c'est ça la santé intégrative, c'est ça ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Pourquoi tu as tel symptôme? Est-ce qu'on est capable de le gratter ensemble, de trouver dans ton journal alimentaire, dans ton historique, il s'est passé quoi avant? Je dis souvent que je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown, là, mais je vais gratouiller des fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose? Ah ouais! On part avec ça. Oui, puis ceci dit, en fait, Jean-Yves, parce qu'il arrive 8h30. Tout à l'heure, on parlait du vieillissement, bien, il est déjà 8h30. Oui, il est déjà 8h30. Oui, on a déjà passé une heure. Puis tout à l'heure, on parlait du vieillissement. Je veux mentionner justement aux gens qui sont en ligne avec nous qu'au début du mois de décembre, on va faire quelque chose ensemble, justement. C'est ça. On a prévu, on a même arrêté les dates, mais je ne les donnerai pas tout de suite parce que ma job n'est pas faite encore. On a prévu 3 soirs, 3 webinaires sur le titre qu'on a arrêté, c'est quelque chose comme 30 ans de plus en santé. C'est toute la notion de la médecine anti-âge. Comment on peut intégrer puis on part des facteurs de risque du vieillissement pathologique, qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'activité physique, la bouffe, des suppléments, vraiment le même pattern pédagogique de tous mes autres webinaires où on s'intéresse à toute l'image. Alors, Éric a gentiment offert de collaborer avec moi pour faire un truc vraiment à la fine pointe de ce que la science nous dit et de ce que l'histoire nous dit. Je vous ai parlé d'un bonhomme du 16e siècle, là. Je m'amuse à nourrir de l'histoire, mais on va parler d'âge, de bien vieillir, de vieillir en santé, avec des exemples, avec des graphiques, avec plein de trucs, puis la science contemporaine. On va même aborder, sans aller trop loin, parce qu'à un moment donné, ça devient rébarbatif, ce qu'on appelle les voies métaboliques. Pourquoi, mettons, le resveratrol ou la fisétine de la fraise a un effet dans ta cellule pour ralentir le vieillissement? Wow! Puis là, quelle dose, quel aliment? Fait qu'on va s'amuser avec ça 3 soirs de suite, début décembre. Fait que c'est une invitation. On va vous en parler quand ça va être prêt. Oui, ça va être J'ai bien hâte, d'ailleurs. J'ai extrêmement hâte. Le 30 ans est basé justement sur les dernières démonstrations de la science, les dernières études. Mangeons des noix. Que c'est 30 ans qu'on pourrait gagner, qu'on peut gagner techniquement, en fait, en capacité, en période de temps. Tu regardes l'espérance de vie au Canada, c'est dans la 80, hein, 84 les hommes, 87, 8 les femmes. Puis tu as Jeanne Calment qui est morte à 122. Fait il y a une marge. Est-ce qu'on va dépasser 120 un jour? J'en ai aucune idée. Puis sérieusement, la date, je m'en fous. Ce que je veux, moi, pour moi, là, c'est être en super forme jusqu'au bout. Puis au bout, regardez ma blonde, si tu veux de partir, on s'en va faire d'autres choses ailleurs, on part. Pouf. Mais ça, c'est Jean Florette. C'est d'autres choses. Mon but, c'est d'être en forme jusqu'au bout, puis d'être capable de faire ce que j'ai à faire, puis de donner ce que je peux donner, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à donner. Je vais être là longtemps. Mais pas malade.
C'est un message extraordinaire. Hey, Jean-Yves, je te remercie parce qu'on a déjà dépassé un petit peu 1 heure, justement. Écoute, ça a été fantastique. Tu nous as donné justement 1 heure de pur plaisir ce soir. Merci beaucoup encore. Et Le j'espère plaisir avoir est fait, pour moi, Éric, et j'espère que vous avez apprécié tout le monde. oui, j'espère avoir fait découvrir à plein de gens justement que la pratique de la santé, les considérations peuvent être différentes. C'est l'objectif justement de ces rencontres-là. C'est de présenter la pratique de différents professionnels, différents praticiens, de voir les façons de penser, d'être capable d'apprendre, d'avoir la chance de leur poser des questions aussi. Ça fait que j'espère que vous avez beaucoup apprécié. Sur ça, est-ce que Jean-Yves, peut-être un petit mot de la fin? Veux-tu nous laisser sur un point Ben, particulier? je ne juste répondre à la dernière question que j'ai vue passer avant tout ça. C'est quelle noix, n'importe laquelle, sauf deux? La noix de cachou, qui est trop riche en glucides, puis l'arachide, qui n'est pas une noix. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais comptez-la pas comme une noix. Alors, toutes les autres, amusez-vous. Brésil, pacane, amande, noisette, etc. Puis recherchez de la qualité, puis mangez-en. Voilà. Ben, merci, Jean-Yves. Sur Salut ça, tout le monde. bonne fin de soirée. Bye. Bonsoir à tous. Merci Bye d'avoir tout le été là. monde. Merci là.